À 3 heures du matin, le père de ma femme m'a envoyé un texto, on sait que tu as dépensé 570 000 $, mais on ne veut pas de toi à la soirée des investisseurs. J'ai juste répondu, notez. C'est ce soir-là qu'ils ont compris. J'en avais assez d'être pris pour acquis. La suite les a choqués. Vous savez ce qu'on dit des textos à 3 heures du matin, rien de bon n'arrive après minuit. Eh bien, celui qui a dit ça n'a visiblement jamais rencontré mon charmant beau-père, Raymond Holloway, car apparemment, il pensait que 3 heures du matin était le moment idéal pour larguer une bombe nucléaire sur ce qui restait de notre relation. J'étais là, profondément endormi dans notre maison de ville de Houston, hors de prix. Vous savez, le genre de maison où les frais de copropriété coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Quand mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël, la lueur bleue a traversé l'obscurité comme un laser. Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être une urgence. Peut-être que quelqu'un était blessé. Peut-être que c'était la fin du monde. Il s'est avéré que c'était ma dignité qui était bafouée en temps réel. Le message venait de Raymond Holloway lui-même. Pas de sa secrétaire, ni de son assistante, ni même de son fils chéri, Logan, qui s'occupe habituellement des basses besognes de la famille. Non. C'était de la bouche même du cheval. Et quel coup de poing! On sait que vous avez dépensé 570 900 $ pour sauver notre entreprise, mais on ne veut pas de vous à la fête des investisseurs. Je suis assis là, à me frotter les yeux comme un personnage de dessin animé, en me disant que je fais peut-être un de ces rêves stressants bizarres où votre cerveau décide de vous torturer avec les scénarios les plus absurdes possibles. Mais non, c'était écrit en texte clair et net, en lettres noires sur fond blanc, expliquant précisément à quel point la famille Hall appréciait ma contribution à leur précieux petit empire. Laissez-moi vous brosser un tableau, les amis. Je m'appelle Grayson Wells, j'ai 36 ans et je suis marié à cette famille de cirque depuis 7 ans maintenant. 7 années entières. C'est plus long que la plupart des mariages hollywoodiens, et environ 6 ans de plus que ce que j'aurais dû supporter avec leur. Mais bon, l'amour fait faire des bêtises, non? J'ai monté ma propre entreprise de logiciels à partir de rien. J'ai commencé dans mon garage comme une sorte de stéréotype technologique, j'ai survécu grâce aux nouilles ramen et à la rancune, et j'en ai fait quelque chose de vraiment rentable. Pas l'argent de Facebook, mais assez pour m'acheter une belle maison, conduire une voiture décente et, apparemment, renflouer des entreprises familiales en faillite quand le besoin s'en fait sentir. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait il y a 2 ans, quand le groupe Hall tournait en rond plus vite qu'un caca dans une cuvette de toilette. Des décennies de ce que je ne peux décrire que comme une gestion spectaculairement mauvaise, des projets vaniteux qui n'avaient aucun sens et un leadership incapable de trouver le chemin d'un sac en papier les ont laissés saigner à blanc comme un cochon égorgé. Mais ont-ils demandé de l'aide comme les gens normaux? Se sont-ils assis et ont-ils eu une conversation honnête sur leurs problèmes financiers? Bien sûr que non. Cela nécessiterait d'admettre qu'ils avaient foiré. Et Dieu sait que la famille Hall préférerait manger du verre plutôt que d'admettre qu'elle n'est pas un génie des affaires. Au lieu de cela, ma femme Camille est venue me voir les larmes aux yeux, me parlant de l'héritage familial et de l'œuvre de toute une vie de son père dans cette entreprise. On est une famille, a-t-elle dit. Comme si ce mot magique était censé me faire oublier que son père ne m'avait jamais traité autrement que comme un distributeur automatique de billets. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En parfait imbécile que je suis apparemment, j'ai liquidé ma résidence secondaire, vendu mes actions, vidé mon compte épargne et donné 570 900 $ de mon argent durement gagné pour sauver leur pauvre bougre. J'ai même offert ma directrice financière, Mara Simons, en prime pour les aider à restructurer leurs finances, car apparemment, je ne suis pas seulement généreux, je suis incroyablement généreux. Et pendant un bref instant, j'ai été leur héros. Ils m'ont appelé leur sauveur. Raymond m'a serré la main et m'a regardé dans les yeux en me remerciant. Logan a arrêté de me traiter comme un meuble. Même Camille semblait fière d'être mariée à l'homme qui avait surgi et sauvé la situation. Mais voilà le problème avec le fait d'être un héros dans l'histoire de quelqu'un d'autre, on ne vous apprécie que jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de vous. Une fois l'entreprise stabilisée, l'argent à flot et les investisseurs satisfaits, soudain, je n'étais plus le sauveur. J'étais juste le type discret dans un coin, aux poches pleines. Ils ont commencé à s'attribuer le mérite de la reprise. Raymond racontait comment sa vision stratégique avait renversé la situation. Logan se vantait de son leadership novateur et de ma contribution, eh bien, ça a été réduit à un soutien familial précieux, comme si j'étais une sorte de pom-pom girl au lieu de celui qui les avait littéralement empêchés de sombrer. Le pire, c'est que Camille ne disait rien. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle me lançait ce regard.
Vous savez, celui-là. Et me disait que je devrais laisser son père prendre le contrôle. Elle disait que c'était important pour la dignité de Raymond, pour la dynamique familiale, pour une douzaine d'autres raisons qui se résumaient tout au même. Tais-toi et sois reconnaissant de faire partie de la famille. C'est ce que j'ai fait. Je me taisais. Je souriais au dîner de famille. J'acquiesçais d'un signe de tête lorsqu'ils parlaient de leur brillante stratégie commerciale. Je jouais le rôle du gendre bienveillant, heureux de m'aider, jusqu'à 3 heures du matin, un mardi, où Raymond décida de me rappeler exactement ma place dans la hiérarchie familiale. J'ai scruté ce message pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré qu'une trentaine de secondes. Mon cerveau essayait de traiter l'audace de la situation. Voilà un homme qui me devait plus d'un demi-million de dollars, dont l'entreprise serait en ruine sans mon intervention, qui me disait que je n'étais pas le bienvenu à leur fête de célébration, à la fête des investisseurs, à la grande fiesta où ils allaient se féliciter de leur incroyable redressement. L'événement où ils feraient probablement des discours sur la force de la famille et le sens des affaires, tout en oubliant commodément de mentionner l'homme qui avait signé les chèques qui ont rendu tout cela possible. J'aurais pu écrire un roman en réponse. J'aurais pu énumérer tous les manques de respect qu'ils m'ont infligés, chaque affront, chaque moment où ils réalisent qu'ils doivent vous offrir un vrai siège à la table. Le moment où vous arrêtez d'avoir peur du conflit est le moment où vous commencez à vivre comme le personnage principal de votre propre histoire. Et ce message texte à 3 heures de Raymond, je l'ai toujours enregistré sur mon téléphone. Non pas parce que je tiens une rancune, mais parce que cela me rappelle quelque chose d'important. Parfois, la pire chose qui vous arrive se révèle être la meilleure chose qui aurait pu se produire parce que cela vous oblige à vous défendre enfin. Je terminais, couloir. J'ai gagné. M'ont traité comme une employée de maison plutôt que comme un membre de la famille. J'aurais pu lui rappeler que sans mon argent, il n'y aurait pas d'entreprise à célébrer. Au lieu de cela, j'ai tapé un mot, noté. Parce que parfois, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, la meilleure réaction est de simplement reconnaître que vous avez bien reçu le message. Et c'est ce moment-là, assis dans ma chambre hors de prix à 3 heures du matin, les yeux rivés sur le SMS le plus irrespectueux que j'ai jamais reçu, disant qu'ils avaient perdu l'accès à quelque chose de bien plus précieux que mon argent. Ils avaient perdu l'accès à moi. Fin de partie, les couloirs. Vous vous êtes joué à vous-même. Bon, laissez-moi rembobiner ce film catastrophe et vous raconter toute l'histoire, car croyez-moi, vous aurez besoin de contexte pour comprendre à quel point la famille Holloway a réussi à se faire avoir de façon spectaculaire. Imaginez. Il y a 2 ans, le groupe Hall était quasiment le Titanic après avoir embrassé l'iceberg. Et je ne parle pas d'une petite tape d'amour. Je parle d'abord des femmes et des enfants. Interdire de jouer pendant que le navire coule. Des décennies de ce que je ne peux qualifier que de stupidité militaire ont transformé ce qui était autrefois une entreprise de logistique de taille moyenne décente en un gouffre financier qui aurait fait la fierté de Bernie Mac. Vous vous demandez peut-être comment une entreprise qui existe depuis 30 ans a pu soudainement se retrouver en perdition. Eh bien, accrochez-vous, ma puce, car c'est une leçon magistrale, comment détruire une entreprise familiale par pure incompétence et ego. Tout a commencé avec la brillante idée de Raymond de se diversifier il y a environ 5 ans. Au lieu de s'en tenir à ce qu'il savait, à savoir déplacer des produits du point A au point B sans les perdre, il a décidé qu'il devait innover. Car apparemment, toute entreprise prospère doit réinventer la roue, même lorsqu'elle leur fonctionnait parfaitement. D'abord, ils ont investi une fortune dans un logiciel de suivi révolutionnaire censé concurrencer les grands noms. Attention, spoiler, ça n'a pas marché. Ce satané machin était incapable de suivre une livraison de pizza, et encore moins de gérer des chaînes d'approvisionnement complexes. Mais Raymond a-t-il mis fin à ses activités lorsqu'il est devenu évident qu'il gaspillait de l'argent par les fenêtres? Bien sûr que non. Il aurait fallu admettre son erreur. Et on sait tout ce que pense la famille Hall à ce sujet. Puis est venu le projet immobilier, car rien ne vaut une expertise logistique pour la revente immobilière, n'est-ce pas? Ils ont racheté plusieurs propriétés en plein pic du marché, convaincus qu'ils allaient devenir le prochain magnate de l'immobilier. Le marché s'est effondré 6 mois plus tard et, soudain, ils se sont retrouvés avec un portefeuille d'investissements sous-marins qui perdait de l'argent plus vite qu'un cochon égorgé. Mais ce n'est pas tout. Logan Raymond, fier, a décidé que l'entreprise devait passer au vert et a investi dans une flotte de véhicules électriques avant que l'infrastructure ne soit prête à le supporter. Génial, mon gars. Rien de tel que d'avoir une tonne de camions électriques hors de prix immobilisés sur son parking parce qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge pour les trajets longue distance.
Le temps que j'ai une vue d'ensemble de leurs finances, j'avais l'impression d'assister à un désastre au ralenti. Chaque trimestre apportait de nouvelles pertes. Chaque mois révélait un nouvel investissement brillant qui avait échoué. Ils brûlaient l'argent comme s'il était démodé, et leur crédit était si ruiné qu'ils ne pouvaient obtenir de prêt pour acheter des fournitures de bureau, et encore moins financer leurs opérations. C'est alors que Camille est venue me voir, les yeux grands ouverts, et a commencé à me parler de l'héritage familial. « Gray, tu dois comprendre, a-t-elle dit, assise sur notre canapé comme si elle prononçait un éloge funèbre. Cette entreprise n'est pas seulement une affaire pour mon père. C'est toute son identité. C'est ce que mon grand-père a bâti, ce que papa a fait grandir, ce dont Logan était censé hériter. Si elle fait faillite. » Elle n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai saisi l'idée. Pour elle, laisser le groupe Hall disparaître serait comme tuer le patriarche de la famille. Peu importe que Raymond ait lentement empoisonné l'entreprise pendant des années avec ses projets vaniteux et ses décisions égocentriques. Nous sommes une famille, a-t-elle poursuivi. Et voilà, le mot magique qui était censé me faire oublier la logique et le sens financier. S'il te plaît, Gray. Cette entreprise est leur héritage. Je ne peux pas regarder tout ça s'écrouler. C'est là que j'aurais dû prendre mes airs de grand garçon et expliquer quelques principes fondamentaux sur le gaspillage d'argent. J'aurais dû souligner que parfois les entreprises font faillite. Et ce n'est pas forcément une tragédie. C'est juste une question d'économie. J'aurais dû suggérer que peut-être, juste peut-être, le problème n'était pas le manque de capitaux, mais des problèmes de gestion fondamentaux qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. Mais ai-je fait quoi que ce soit de tout cela? Absolument pas. Parce qu'apparemment, quand votre femme vous regarde les larmes aux yeux et vous parle de famille, toutes vos affaires disparaissent. Alors je suis devenu la cavalerie. J'ai vendu ma résidence secondaire, un magnifique endroit à la montagne où je comptais prendre ma retraite un jour. J'ai liquidé une partie de mon portefeuille d'actions qui avait mis des années à se constituer. J'ai vidé mes comptes d'épargne et mes fonds d'investissement jusqu'à réunir la somme princière de 570 900 $. Laissez-moi vous remettre ce chiffre en perspective. Ce n'était pas juste de la petite monnaie qui traînait. C'était de l'argent réel. De l'argent qui a changé ma vie. Cet argent représentait des années de journées de 14 heures, de vacances manquées et de refus de faire ce que je voulais pour construire mon avenir. Et je l'ai donné pour sauver une entreprise en faillite par pure incompétence. Mais je n'ai pas jeté de l'argent sur le problème comme un gagnant de loterie avec plus d'argent que de sous. Oh non, je suis passé en mode sauvetage. J'ai fait appel à Mara Simons, ma directrice financière, qui est une véritable chirurgienne financière. Cette femme peut examiner un bilan et repérer les problèmes comme un faucon repère un mulot. Un seul coup d'œil au compte du groupe Holloway et Mara a failli faire une rupture d'anévrisme. Mon Dieu, Grayson, a-t-elle dit. Ce n'est pas une entreprise. C'est une compétition qui brûle de l'argent, et il gagne. Mais en professionnel, Mara s'est retroussé les manches et s'est mise au travail. Elle a restructuré leurs dettes, négocié avec les créanciers. Rationalisé les opérations et, en quelque sorte, effectué une réanimation financière sur une entreprise en perte de vitesse. Elle a stoppé l'hémorragie due à leurs entreprises en faillite, les a recentrées sur leur cœur de métier et leur a tracé une voie réaliste vers la rentabilité. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. En 6 mois, le groupe Holloway était de nouveau dans le vert. En 1 an, il générait même des bénéfices appréciables. Les investisseurs qui les avaient radiés ont commencé à les rappeler. Les fournisseurs qui les avaient mis en paiement comptant ont recommencé à leur accorder des crédits. J'ai été un héros pendant 5 minutes. Raymond m'a serré la main et m'a traité de sauveur. Logan m'a regardé droit dans les yeux en me remerciant. Ils ont même organisé un petit dîner de célébration où Raymond a fait un discours sur le fait que la famille finit toujours par s'en sortir. Mais voilà le problème avec le fait d'être le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre, le rôle principal est généralement de courte durée. Une fois l'entreprise stabilisée, une fois les fonds rentrés, un événement étrange s'est produit. Soudain, Raymond s'est mis à parler de sa vision stratégique qui avait guidé le redressement. Logan s'est attribué le mérite de la restructuration innovante qui avait sauvé la situation. Et ma contribution, eh bien, a été réduite à un généreux soutien familial. C'était comme voir quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite d'un film que vous aviez écrit, réalisé et financé, sauf qu'au lieu de m'énerver, tout le monde s'attendait à ce que je sourie, hoche la tête et soit reconnaissant d'avoir pu participer. Le pire, ce n'était pas l'ego de Raymond ni l'arrogance de Logan. Le pire, c'était Camille.
Chaque fois que j'évoquais comment il réécrivait l'histoire, elle me lançait ce regard. Vous savez, celui qui dit « ne sois pas difficile ». Et m'expliquait pourquoi je devais laisser son père se sentir maître de la situation. C'est important pour sa dignité, disait-elle. Vous savez comme il est fier. Laissez-le lui. Laissez-le lui. Comme si mon demi-million de dollars et mes mois de travail n'étaient qu'un trophée de participation que je serais heureux de lui remettre. Alors j'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait dans cette situation. Je me suis tu. J'ai joué le jeu. Je souriais au dîner de famille pendant qu'ils parlaient de leur brillante stratégie commerciale. J'ai hoché la tête lorsqu'ils expliquaient leur incroyable redressement à leurs amis et collègues. J'étais l'associé silencieux qui avait fourni l'argent et l'expertise pour sauver leur peau. Et en retour, je les ai vus s'attribuer tout le mérite jusqu'à ce que ce SMS à 3 heures du matin me rappelle exactement ce que mon silence m'avait apporté. Absolument rien. Alors, c'est là que tout ce groupe devient vraiment intéressant, les amis. La fête des investisseurs, la célébration de l'excellence, comme il l'appelait, sur les invitations luxueuses, était censée couronner le redressement miraculeux du groupe Hall. Et par miraculeux, j'entends le redressement qui s'est produit parce que votre serviteur a ouvert son portefeuille et sauvé leur pauvre cul de la faillite. Imaginez le plus excentrique et égocentrique des cercles d'entreprise que vous puissiez imaginer. Puis multipliez cela par environ 10. Les Holloway avaient loué la salle de bal Skyview, qui, si vous ne connaissez pas la vie mondaine de Houston, est en gros l'endroit où les riches se rappellent mutuellement leur richesse. On parle d'un lieu qui facture une soirée plus chère que ce que la plupart des gens gagnent en 6 mois. La liste des invités était un véritable condensé de l'argent et du pouvoir texan. Des politiciens qui ne sauraient probablement pas se débrouiller seuls avec leurs 2 mains et un GPS, mais qui ont pourtant réussi à se frayer un chemin jusqu'à toutes les grandes levées de fonds de l'État. Des milliardaires locaux qui ont fait fortune dans le pétrole et l'immobilier et qui passent désormais leur temps à collectionner des œuvres d'art qu'ils ne comprennent pas et des épouses qu'ils ne peuvent satisfaire, à moins que des célébrités ne soient célèbres pour leur célébrité. Le genre de personnes qui se présentent aux inaugurations de supermarchés s'il y a un tapis rouge. Et puis il y avait les acteurs sérieux, les investisseurs, les chefs d'entreprise, ceux qui pouvaient faire ou défaire des entreprises d'un simple coup de fil. C'est eux que Raymond cherchait vraiment à impressionner. Ceux qui pouvaient ouvrir des portes, signer des chèques et donner aux invités l'impression d'être à leur place à la table des grands. Ce serait une soirée de fontaine à champagne et de séances photos. Des discours sur les valeurs familiales et l'excellence en affaires, des poignées de main, des tapes dans le dos et de tous ces performatifs qui font office de réseautage dans l'Amérique des entreprises. Le genre d'événement où chacun fait semblant d'être ami tout en calculant discrètement comment il peut s'utiliser les uns les autres. Et devinez qui n'était pas sur la liste des invités ? Si vous avez deviné Grayson Wells, celui qui a littéralement sauvé l'entreprise de la ruine, alors félicitations. Vous avez gagné la palme de la compréhension de la véritable frénésie de cette famille. J'ai appris mon exclusion de la manière la plus informelle possible, ce qui, d'une certaine manière, l'a rendue encore plus insultante. J'étais assis à la table de la cuisine, buvant mon café du matin et parcourant mes emails, lorsque je suis tombé sur l'invitation numérique qui m'avait été envoyée par erreur. Un assistant, quelque part, avait fait une erreur et m'avait inclus dans un email de masse concernant les derniers préparatifs de l'événement. C'était là, en belle police de caractère, une soirée de célébration rendant hommage au leadership et à la vision qui ont transformé le groupe de couloir. En dessous, il y avait la liste des participants confirmés, classés par importance. Les politiciens au sommet, les gros investisseurs au milieu, la famille et les employés clés en bas. J'ai parcouru tout le document 2 fois, me disant que j'avais peut-être oublié mon nom. Non. Pas là. Nulle part. C'était comme si je n'existais pas. Comme si celui qui avait fourni la bouée de sauvetage financière permettant cette célébration n'était qu'un inconnu tombé sur leur histoire par hasard. Quand j'ai montré la liste à Camille, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Oh, ça, a-t-elle dit, comme si on discutait de ce qu'on allait manger pour le déjeuner. C'est juste un événement officiel, Gray. Papa pense que ce serait plus joli si tout se déroulait dans les couloirs. Juste un événement officiel, comme si c'était un dîner improvisé du mardi soir chez Applebee's au lieu de la plus grande célébration de l'histoire récente de l'entreprise. Après avoir sauvé votre entreprise, ai-je demandé, et j'ai senti la tension dans ma propre voix. Après avoir donné plus d'un demi-million de dollars pour vous empêcher de faire faillite, elle a finalement levé les yeux et j'ai vu cette expression familière se dessiner sur son visage. Celle qui disait que j'étais déraisonnable,
que je faisais tout un plat pour rien, que je devais juste sourire et me plier aux désirs de sa famille. Ce n'est pas ce que tu as fait qui compte, a-t-elle dit. Et bon sang, la désinvolture avec laquelle elle a rejeté ma contribution a été une véritable gifle. C'est une question d'image. Papa veut que ce soit la résilience de la famille, sa capacité à surmonter les difficultés. Ta présence compliquerait le récit. Compliquerait le récit. Comme si mon argent, mes efforts et mon expertise n'étaient que des failles gênantes dans l'histoire qu'ils voulaient raconter sur eux-mêmes. Alors, que suis-je censé être, ai-je demandé au bienfaiteur anonyme. Celui qui a aidé mais qui n'a pas le droit de saluer. Elle a haussé les épaules. En fait, elle a haussé les épaules comme si on parlait de la météo. Tu sais comment papa est fier. C'est important pour lui. Sa fierté. Sa fierté. La même fierté qui avait failli détruire l'entreprise au départ. La même fierté qui l'avait empêché de demander de l'aide avant qu'il ne soit presque trop tard. La même fierté qui, apparemment, ne supportait pas de reconnaître qu'un étranger l'avait sauvé. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Assis dans ma propre cuisine, regardant ma femme, balayant mes sentiments comme s'ils étaient un inconvénient. Ils n'avaient pas juste pris mon argent. Ils avaient effacé mon nom de leur histoire. Ils m'avaient effacé de leur récit, comme si j'étais une note de bas de page embarrassante qu'il fallait oublier. Selon leur version des faits, la famille Holloway avait affronté l'adversité et triomphé grâce à sa force et sa sagesse. Le leadership de Raymond les avait guidés dans la tempête. L'innovation de Logan avait permis de trouver de nouvelles solutions. L'unité familiale les avait soutenus dans les moments difficiles. Et moi? Je n'étais qu'un étranger généreux, présent par hasard lorsqu'ils avaient eu besoin d'un prêt. Pas un membre de la famille malgré 7 ans de mariage. Pas un partenaire malgré mon investissement. Pas même un ami digne d'être invité à la fête. J'étais l'employé qui avait fait son travail et qui pouvait désormais être oublié discrètement. Plus j'y pensais, plus ma colère montait. Ces gens m'avaient convaincu de liquider mes actifs pour sauver leur entreprise. Ils avaient accepté mon argent, mon expertise, le temps et les efforts de mon directeur financier. Ils m'avaient serré la main et m'avaient appelé leur sauveur lorsqu'ils avaient eu besoin de moi. Et maintenant qu'ils étaient de nouveau sur pied, que la crise était passée et que l'entreprise était rentable. Encore une fois, ils voulaient faire comme si je n'avais jamais existé. Ils voulaient célébrer leur succès sans le rappel inopportun que leur succès avait été acheté et payé par quelqu'un qui n'était même pas assez bon pour être invité à la fête. Ce soir-là, assis dans mon bureau, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais devenu. J'étais l'associé silencieux. Le mari solidaire qui soutenait tout ce que la famille de sa femme désirait. Le généreux bienfaiteur dont on attendait qu'il soit généreux sans rien attendre en retour. Ni argent, ni crédit, ni même le respect le plus élémentaire. J'avais passé 7 ans à jouer le rôle de l'étranger reconnaissant, simplement heureux d'être impliqué dans le drame familial. Je m'étais mordu la langue lorsque Raymond s'était attribué le mérite de mes idées. J'avais souri lorsque Logan avait rejeté mes suggestions. J'avais acquiescé lorsqu'ils avaient réécrit l'histoire pour devenir les héros de leur propre histoire. Et voilà ce que cela m'avait apporté, une place au premier rang pour les regarder célébrer un succès qui n'aurait pas été possible sans moi, tout en m'entendant dire que je n'étais pas assez important pour assister à une célébration. C'est alors que j'ai passé un coup de fil. Amara. Parce que si la famille Hall pensait pouvoir m'effacer de son histoire, elle allait apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre être oublié et être écarté. Je veux que tu prépares tout, lui ai-je dit. Tout, demanda-t-elle, et j'entendais l'inquiétude dans sa voix. Oui, dis-je en fixant la liste des invités où mon nom brillait par son absence. Rappelons-leur à qui l'argent a valu leur célébrité. Il est temps de gâcher leur fête de la manière la plus spectaculaire possible. Vous savez ce qu'on dit sur la conservation des reçus? Eh bien, il s'avère que je suis pratiquement la bibliothèque du Congrès en matière de documentation. Voyez-vous, pendant que la famille Hall était occupée à réécrire l'histoire et à se féliciter, je faisais discrètement ce que fait tout homme d'affaires avisé, me couvrir de traces écrites qui feraient pleurer de joie le fisc. Pendant des mois, j'avais rassemblé des preuves tel un détective obsessionnel compulsif. Non pas parce que je préparais une vengeance élaborée depuis le début. Je ne suis ni si intelligent ni si vindicatif. Non, j'étais juste prudent parce que quelque chose. Toute cette situation m'avait toujours semblé étrange. Appelez ça de l'intuition, appelez ça de la paranoïa, appelez ça la sagesse qui vient de la façon dont on traite avec des gens qui se croient plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité. Chaque document, chaque email,
chaque contrat, chaque virement bancaire, j'avais des copies de tout. Pendant que Raymond et Logan s'attribuaient le mérite du redressement, je m'occupais de m'assurer qu'il y avait une trace irréfutable de ce qui s'était passé et de qui avait fait quoi. Les relevés de virement étaient particulièrement beaux par leur simplicité, preuve noire sur blanc que le 15 mars 2023, Grayson Wells avait transféré 570 900 $ de ses comptes personnels à Holloway Group LLC. Pas un prêt, pas un investissement avec des conditions spécifiques, mais une injection de liquidité pure et simple pour les empêcher de faire faillite. La note sur le transfert. Un financement opérationnel d'urgence. Urgence, comme si on allait faire faillite si personne ne nous sauve la mise immédiatement. Mais ce n'était que l'apéritif. Le vrai truc, c'était les contrats que j'avais insisté avant de remettre l'argent. Parce que malgré ce que Camille et sa famille pensaient que je n'étais pas un petit loulou amoureux qui jetterait de l'argent sur les problèmes sans se protéger. Ces contrats signés par Raymond lui-même, devant témoins et notariés, me donnaient une participation minoritaire de 20% dans le groupe Holloway. Pas énorme, mais suffisamment importante pour avoir un droit de vote sur les décisions financières majeures. Suffisamment importante pour avoir mon mot à dire sur la gestion de l'entreprise. Suffisamment importante pour être un véritable partenaire, et pas seulement un bienfaiteur silencieux. Raymond avait signé ces papiers sans même les lire attentivement, tellement il était impatient de mettre la main sur mon argent qu'il aurait accepté de me donner le droit de nommer son premier-né. Simplement des règles de protection des investisseurs, lui avais-je expliqué, et il avait hoché la tête et griffonné sa signature comme s'il autographiait une photo pour un fan. Mais le véritable trésor, c'était la correspondance électronique que j'avais discrètement conservée. Vous savez comme les gens pensent que la communication numérique disparaît comme par magie? Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas le cas. Chaque commentaire sarcastique, chaque remarque dédaigneuse, chaque instant d'irrespect désinvolte avait été préservé. Pour la postérité, dans mes dossiers de courrier électronique soigneusement classés. Il y avait le courriel de Logan à son père du mois dernier. Gray se sent un peu trop à l'aise avec l'idée d'avoir son mot à dire dans les décisions de l'entreprise. Il faut lui rappeler qu'il n'est que le responsable financier. Juste le responsable financier. Le responsable financier qui a empêché leur entreprise de devenir un exemple édifiant dans les manuels d'école de commerce. Et les messages de Camille à Logan étaient encore meilleurs. Papa a raison de garder Gray à l'écart. Il est bien intentionné, mais il ne comprend pas la dynamique familiale. C'est plus facile s'il reste discret et nous laisse gérer le côté commercial. Plus facile pour qui exactement? Plus facile pour eux de s'attribuer le mérite de mon travail tout en me traitant comme une employée de bureau. Mais mon préféré, c'était le message groupé entre Raymond, Logan et Camille d'il y a 3 semaines, juste après la signature d'un nouveau contrat important. Un contrat qui n'a été possible que grâce à la stabilité financière que je leur avais apportée. Raymond, excellent travail aujourd'hui. Voilà ce qui arrive quand la famille travaille ensemble. Logan, absolument. On devrait fêter ça en famille ce week-end. Camille, parfait. Juste nous. Gray a beaucoup travaillé de toute façon. Juste nous, la famille. Parce qu'apparemment, après 7 ans de mariage et plus d'un demi-million de dollars investis dans leur entreprise, je ne faisais toujours pas vraiment partie de la famille. J'étais encore l'outsider qu'on pouvait inclure ou exclure selon leur convenance. Ce soir-là, assis dans mon bureau à domicile, entouré de cartons de documents et d'impressions d'échanges de courriels, j'ai ouvert sur mon ordinateur un dossier que j'avais créé pendant des mois. Ce dossier était intitulé « Stratégie de sortie » et contenait tout ce dont j'aurais besoin si jamais je décidais de cesser de faire les choses gentiment, des documents financiers prouvant mon investissement, des documents juridiques établissant ma participation, des courriels prouvant leur licenciement désinvolte et leur manque de respect. Tout était organisé, recoupé et prêt à être utilisé. Car s'il y a une chose que j'ai apprise en affaires, c'est que l'information est un pouvoir et que la documentation est une assurance. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré, un SMS de Camille m'a contacté. Elle était à une soirée caritative avec sa mère, probablement en train de s'envoyer en l'air avec les mêmes personnes qui seraient à la fête des investisseurs à laquelle je n'étais pas invité. Ne soyez pas mesquins, disait le message. Ce n'est qu'une nuit. Juste une nuit. Comme si c'était la fête elle-même qui comptait, et non ce que représentait l'exclusion. Comme si c'était le fait de rater du champagne gratuit et un dîner de poulet caoutchouté au lieu d'être effacé de l'histoire de ma propre générosité. J'ai longuement scruté ce message, repensant à toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté. Toutes les fois où je m'étais tu.
toutes les fois où je les avais laissés diminuer mes contributions au nom de l'harmonie familiale. J'ai pensé à chaque « ne sois pas difficile », à chaque « laisse papa avoir le contrôle », et à chaque fois qu'on m'avait demandé de me faire plus petite pour qu'il se sente plus grand. Je n'ai pas répondu à son message. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable et suis monté dans notre chambre. J'ai sorti une valise. Pas un petit sac de voyage, mais une vraie valise, du genre qu'on utilise pour les longs voyages. Parce que si la famille Hall pensait pouvoir faire comme si je n'existais pas, elle allait apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre être ignoré et disparaître. Je n'avais pas l'intention de les détruire. Je ne suis pas rancunière de nature. Et malgré tout, je ne voulais pas voir l'entreprise familiale de Camille brûler, mais j'en avais assez d'être l'associé silencieux. J'en avais assez d'être l'étranger reconnaissant. J'en avais assez de les laisser me traiter comme un inconvénient alors qu'ils vivaient de l'argent que j'avais fourni. Ils voulaient célébrer leur succès sans reconnaître ma contribution. Parfait. Ils ont vu comme ils ont bien fêté quand j'ai accepté ma contribution et que je suis parti. Les contrats me donnaient des droits qu'ils avaient oubliés. Les documents prouvaient des réclamations qu'ils pensaient pouvoir nier. Et le système juridique, malgré tous ses défauts, a tendance à donner raison à celui qui a tous les papiers en règle. En commençant à faire mes valises, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un sentiment de contrôle. Pendant trop longtemps, j'avais réagi à leurs décisions, m'adaptant à leurs souhaits, ajustant mes attentes à leur niveau de confort. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que mon silence signifiait mon impuissance. Ils avaient confondu ma patience avec de la faiblesse, ma générosité avec de la stupidité. Demain, ils comprendraient la différence. Le fil allait être tiré, et leur récit soigneusement construit allait être rompu. Était sur le point de se défaire de façon spectaculaire. Imaginez. La salle de bal Skyview est absolument spectaculaire. On parle d'un lieu qui semble avoir été conçu par quelqu'un qui pensait que Versailles avait besoin de plus de bling-bling. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures suspendues à un plafond peint avec une sorte de contrefaçon Renaissance qui a probablement coûté plus cher que la plupart des maisons. Des touches d'or partout où l'on regarde, car apparemment, la subtilité est réservée aux pauvres. Les fontaines à champagne, au pluriel parce qu'on n'était pas assez ostentatoire, coulaient comme les foutues chutes du Niagara. On parle de Dom Perignon, pas d'une simple boisson d'épicerie. Parce que quand on célèbre son redressement miraculeux d'entreprise financée par quelqu'un qu'on n'a pas invité, on y va à fond. Les sculptures oculaires étaient taillées en forme de ders huilés et de symboles de dollars, car rien n'exprime mieux la classe texane que des symboles monétaires littéraux faits d'eau gelée. Et le peuple, Jésus-Christ, le peuple, tous les puissants, les arrivistes et les aspirants grands pontes de Houston, s'étaient serrés dans leurs plus beaux vêtements de créateurs. Les femmes ruisselaient de bijoux. Qui pourrait financer de petits pays? Les hommes portaient des montres plus chères que des voitures de luxe, et tout le monde s'embrassait et riait faussement comme si leur vie en dépendait. Les séances photos étaient ornées de fonds dorés arborant le logo du groupe Hall agrandi à la taille d'une affiche de cinéma. Des photographes professionnels immortalisaient chaque poignée de main, chaque sourire, chaque instant, pour ensuite l'utiliser pour des supports marketing et des publications sur les réseaux sociaux. Car si l'on ne partageait pas son succès sur Instagram, était-il vraiment arrivé? Raymond était dans son élément, tenant la cour comme une sorte de roi des affaires. Il a troqué son habituel costume froissé contre un smoking sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Son sourire était travaillé et assuré, et il animait la salle comme un politicien en campagne. Toutes les 2 ou 3 minutes, quelqu'un s'approchait de lui pour le féliciter, et il se lançait dans son discours répété sur les valeurs familiales, la vision stratégique et la façon de surmonter la tempête grâce à la détermination et au leadership. Logan était juste à côté de lui, jouant le rôle du parent de l'époque. Le gamin rayonnait de fierté, serrant des mains et il acceptait les compliments comme s'il avait personnellement sauvé l'entreprise grâce à son brillant sens des affaires. Il n'arrêtait pas de parler de restructuration innovante et de stratégie de relance, utilisant tous les mots à la mode qu'il avait probablement appris dans n'importe quel podcast économique qu'il écoutait en faisant semblant de travailler. Et Camille, elle était absolument magnifique dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, jouant la fille parfaite et soutenant l'histoire familiale par chaque sourire gracieux et chaque humble hochement de tête. Lorsqu'on l'interrogeait sur le redressement de l'entreprise, elle arborait un air d'admiration fière et racontait comment son père et son frère avaient toujours trouvé le moyen de surmonter les difficultés. On aurait dit une performance parfaitement chorégraphiée. Chacun connaissait son rôle.
Chacun a fait mouche et chacun s'est engagé à vendre l'histoire du retour triomphal de la famille Hall grâce à son courage et sa détermination. Il y avait juste un petit problème avec leur magnifique récit, celui qui avait rendu tout cela possible n'était pas là pour profiter du spectacle. Je n'étais pas à la fête, les amis. Pendant qu'ils trinquaient à leur succès avec du champagne dont la bouteille coûtait plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois, j'étais à 9000 mètres d'altitude, en première classe pour le Portugal, et je sirotais un café de compagnie aérienne qui avait le goût d'un filtre à travers des chaussettes de sport. Mais ce n'est pas parce que je n'étais pas là que je n'étais pas représenté. Voyez-vous, j'avais envoyé quelqu'un à ma place. Quelqu'un qui se fichait éperdument de la dynamique familiale, des bonnes manières, ou du maintien de la fiction soigneusement construite selon laquelle la famille Hall s'était sauvée. Elle s'appelait Siena Rodriguez, et c'était mon avocate. Pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'une avocate de renom qui sentait à 3 compter à la ronde et qui avait la réputation de dévorer les cadres d'entreprise au petit déjeuner. Elle était spécialisée dans le droit des affaires, les litiges contractuels et, plus généralement, dans la façon de mettre les riches mal à l'aise lorsqu'ils essayaient d'arnaquer ceux qui les avaient aidés. Siena s'est présentée à cette soirée, vêtue d'un tailleur noir sur mesure qui criait « Je suis ici pour affaires, et votre entreprise va bientôt devenir la mienne ». Elle est entrée dans ce palais doré de l'autosatisfaction comme si elle était la maîtresse des lieux, portant une mallette en cuir contenant suffisamment d'argent. Une puissance de feu juridique capable de raser une petite ville. Le timing était parfait. À 20h15 précise, pile au moment où la fête battait son plein et où tout le monde était suffisamment arrosé de champagne coûteux, juste avant que Logan ne monte sur scène pour prononcer son grand discours sur la force de la famille et la capacité à surmonter l'adversité, Siena fit son entrée. Elle traversa la foule de l'élite texane tel Moïse séparant la mer Rouge. Les gens s'écartèrent instinctivement, sentant qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qu'on aurait aimé croiser par hasard avec une flûte de champagne à la main. Elle avait cette aura que les avocats développent après des années de pratique. Le genre de présence qui fait transpirer les coupables, même lorsqu'ils ignorent de quoi ils sont coupables. Puis, devant Dieu et tous les notables de Houston, elle commença à distribuer des enveloppes juridiques comme si elle distribuait des cadeaux de Noël. Sauf que ce n'était pas le genre de présence que l'on souhaitait recevoir. La première enveloppe fut destinée à Raymond, qui était en train d'expliquer à un dirigeant du secteur pétrolier comment son leadership stratégique avait redressé l'entreprise. Siena s'avança droit devant. S'approcha de lui, interrompit sa conversation et lui déposa directement l'enveloppe dans les mains avec un sourire qui aurait pu glacer les flammes de l'enfer. « Monsieur Holloway » dit-elle d'une voix qui porta juste assez loin pour que les invités à proximité l'entendent. « Vous avez été servi. » La deuxième enveloppe fut destinée à Logan, qui posait pour des photos avec des politiciens locaux. Siena lui tapota l'épaule, attendit qu'il se retourne et lui tendit son colis avec la même courtoisie professionnelle que celle dont vous aviez fait preuve pour livrer une pizza. Monsieur Logan Holloway, annonça-t-elle, document juridique à examiner. Mais la troisième enveloppe, celle-là, était spéciale. Elle était destinée à Camille, qui discutait avec des femmes de la haute société de l'étonnant rétablissement de la famille. Siena s'approcha d'elle avec la même efficacité professionnelle, mais lorsqu'elle lui tendit l'enveloppe, elle se pencha suffisamment pour murmurer quelque chose qui fit disparaître toute couleur du visage de Camille. La foule observa, stupéfaite, les 3 membres les plus importants de la famille Hall, debout là, tenant des documents juridiques. Leurs sourires confiants furent remplacés par des expressions d'horreur grandissantes lorsqu'ils comprirent ce qu'ils avaient sous les yeux. À l'intérieur de ces enveloppes se trouvait tout ce qu'ils avaient essayé d'oublier, tout ce qu'ils avaient espéré voir rester enfoui sous leur récit du triomphe familial. Un avis de rachat officiel déclenchant mes droits en tant que propriétaire à 20% de l'entreprise. Un relevé détaillé de toutes les dettes impayées, y compris les intérêts sur les fonds que j'avais versés, un organigramme révisé indiquant précisément mon pouvoir de vote sur les décisions financières majeures et, mieux encore, un aperçu complet des conséquences juridiques d'une éventuelle contestation. Leur fête ne s'est pas terminée en fanfare et félicitations. Elle s'est terminée avec les 3 personnes les plus influentes présentes, debout comme des cerfs éclairés par des phares, regardant leur célébration soigneusement préparée s'effondrer en temps réel, car parfois, le meilleur moyen de gâcher une fête est de rappeler à tout le monde qui l'a financée. Au moment où la célébration dorée de la famille Hall implosait telle une démolition contrôlée, j'étais à 10 600 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, sirotant ce qui devait être le whisky de compagnie aérienne le plus cher du monde et regardant le coucher de soleil par le hublot d'une première classe qui me coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait de voyager en première classe quand on prend la plus belle revanche de sa vie. C'est différent.
Les sièges en cuir sont plus moelleux, le service plus attentionné, et même les cacahuètes ont le goût d'une bénédiction angélique. Ou peut-être était-ce simplement la satisfaction de savoir que, pendant que j'étais traité comme un roi à l'altitude de croisière, la famille Hall s'occupait de documents juridiques qui allaient bouleverser leur quotidien. Lisbonne n'était d'ailleurs pas un choix anodin. J'aurais pu aller n'importe où. Paris, Tokyo, Sydney, et même Las Vegas auraient été divertissants. Mais le Portugal m'appelait pour des raisons que je ne parvenais pas à expliquer. Peut-être était-ce la promesse de l'anonymat dans un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire avec le groupe Hall. Peut-être était-ce l'idée de m'asseoir sur les pavés antiques d'une ville qui avait vu s'élever et s'effondrer des empires, ce qui me permettait de relativiser mon propre drame. Ou peut-être voulais-je simplement être dans un endroit aussi éloigné que possible de Houston, tant géographiquement que culturellement. Le vol a été suffisamment long pour que je puisse vraiment assimiler ce que je venais de vivre. 12 heures de réflexion ininterrompue, sans appel de beaux-parents en colère, ni SMS de ma femme me demandant des nouvelles. Je devais être raisonnable. Pas de distraction par la bombe nucléaire que je venais de larguer sur leur célébration parfaitement orchestrée. J'imaginais sans cesse la scène au Skyview Ballroom. Le visage de Raymond lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et réalisa que son partenaire silencieux était devenu très bruyant. La confusion de Logan alors qu'il essayait de comprendre des documents juridiques bien au-dessus de ses moyens. Et Camille, mon Dieu, Camille pensait probablement pouvoir arranger les choses avec les mots justes et les excuses appropriées. Comme si ce n'était qu'un autre désaccord familial qui pouvait être résolu par un dîner et de la diplomatie. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. À mon arrivée à Lisbonne, il était tôt le matin et la ville s'éveillait à peine. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport, traversant des rues qui semblaient avoir été conçues par quelqu'un qui avait compris que la beauté n'avait pas besoin d'être ostentatoire. Pas de lustre doré ni de colonnes de marbre, juste une élégante simplicité raffinée au fil des siècles. Mon hôtel était dans le quartier de Chiato, un de ces hôtels boutiques qui coûtent probablement une fortune, mais qui ressemblait plus à la chambre d'amis fortunés qu'à un hôtel commercial. Établissement. Le genre d'endroit où le personnel se souvient de votre nom après une conversation, et où le café était à vous réveiller. J'avais réservé une chambre avec balcon surplombant la ville. Et ce premier matin, debout là, avec une tasse de café portugais qui donnait au café américain un goût d'eau sale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. La vue était incroyable. Les toits de tuiles rouges s'étendaient jusqu'à la rivière Teagus. Les cloches des églises sonnaient au loin. Les gens commençaient leur journée sans se douter qu'un certain du Texas traversait une crise existentielle à 9 mètres au-dessus de leur tête. La lumière matinale avait cette couleur dorée qui donnait à tout un tableau. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas aux problèmes professionnels ou familiaux, ni au désordre dans lequel ma vie était devenue. Je respirais, tout simplement. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis mon atterrissage. Appels manqués, SMS, messages vocaux que je n'étais pas prête à écouter, mais j'avais désactivé toutes les notifications, sauf celle de Mara, car c'était la seule personne dont je voulais vraiment recevoir les nouvelles. Autour de 10 heures, heure locale, elle m'a envoyé un texto qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Il panique. Logan a essayé de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration, mais c'est toi qui décides maintenant. Raymond est enfermé dans son bureau depuis ce matin. Camille m'a appelé 6 fois pour me demander où tu étais. C'est mieux que Netflix. J'ai répondu avec un emoji smiley et j'ai posé le téléphone sur la petite table à côté de ma tasse à café. Pendant des années, j'avais joué le rôle du gendre patient. Celui qui aidait quand on le lui demandait, qui restait silencieux quand on l'ignorait, qui souriait et hochait la tête quand ses contributions étaient ignorées ou oubliées. J'avais été le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, toujours conciliant, toujours compréhensif, faisant toujours passer son confort avant ma propre dignité. Mais assis sur ce balcon, à regarder des inconnus vivre leur vie dans une ville qui ne connaissait pas mes problèmes et ne s'en souciait pas, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais retrouvé ma voix, et c'était fantastique. La famille Holloway m'avait traité si longtemps comme un meuble qu'ils avaient oublié que j'étais une personne avec des sentiments, des opinions et des droits. Ils s'étaient tellement habitués à mon silence qu'ils pensaient qu'il durerait éternellement. Eh bien, surprise. Les meubles ne se défendent généralement pas, mais les gens, si. J'ai passé les heures suivantes à flâner dans la ville comme un touriste, ce que je devais être techniquement. J'ai traversé la place Ratio où les motifs pavés ressemblaient à des vagues figées dans le temps. J'ai pris le célèbre tramway 28 à travers des quartiers qui semblaient préservés dans l'ambre depuis les années 1940.
J'ai déjeuné dans un petit restaurant dont le propriétaire ne parlait pas anglais et moi non plus portugais, mais nous avons réussi à communiquer par gestes et sourires. C'était incroyable comme c'était libérateur d'être complètement anonyme. Personne ne savait que j'étais celui qui avait sauvé une entreprise en faillite. Personne ne se souciait de mes drames familiaux ou de mes réussites professionnelles. Je n'étais qu'un touriste américain parmi tant d'autres avec un bon appareil photo et des chaussures de marche confortables. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas Grayson Wells, le généreux bienfaiteur qui avait été écrit de sa propre histoire. Je n'étais pas le partenaire silencieux qui restait silencieux. Je n'étais pas le mari qui s'occupait de la famille de sa femme au détriment de son amour-propre. J'étais juste moi, assis dans un café à l'étranger, buvant du vin qui coûtait moins cher qu'un cocktail de Houston et qui était meilleur que tout ce que j'avais bu depuis des années. Mon téléphone a vibré à nouveau à l'heure du dîner. Un autre message de Mara. Mise à jour, Camille est dans un avion pour Lisbonne. L'avion atterrit demain après-midi. Apparemment, elle vient régler ça. Je me suis dit que vous devriez le savoir. J'ai éclaté de rire. Probablement en surprenant le vieux couple portugais à la table d'un accent grave côté. Bien sûr, Camille pensait pouvoir arranger ça. Bien sûr, elle croyait qu'un bon mélange de mots, de larmes et d'appels à notre mariage pourrait me faire oublier 7 ans passés à être traité comme un citoyen de seconde zone dans sa famille. Elle ignorait totalement que je n'étais plus en colère. C'est la colère que j'avais ressentie à 3 heures du matin quand j'ai reçu ce SMS m'excluant de leur fête. C'est la colère qui m'avait poussé à appeler Sienna et tout a commencé. Ce que je ressentais maintenant était bien plus dangereux, la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais ma situation avec une clarté cristalline. Je voyais comment j'avais été manipulé, rejeté et tenu pour acquis. Je voyais comment ma générosité avait été exploitée et mon silence présumé. Et je voyais exactement ce qui devait se passer ensuite. Demain, quand Camille arriverait avec ses excuses, ses explications et ses promesses que les choses seraient différentes, elle trouverait à Wells une Grace différente de celle qu'elle avait laissée derrière elle à Houston. Elle trouverait quelqu'un qui ne voulait plus être le partenaire silencieux de sa propre vie. Je savais qu'elle viendrait avant même de la voir. Il y a quelque chose dans la démarche d'une femme que l'on reconnaît même dans un hall d'hôtel bondé. Même quand on ne s'attend pas à la voir, même assis dans un café portugais à 3000 mètres de chez soi, essayant de faire comme si son mariage n'était pas en train de s'effondrer. Camille avait une mine d'enfer, ce qui n'était pas peu dire, car c'est une femme qui envisage de quitter la maison sans un maquillage parfait pour un crime contre l'humanité mineure. Ses cheveux blonds, habituellement immaculés, étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Ses vêtements de créateur étaient froissés comme si elle avait dormi avec dans l'avion, et elle avait ce regard creusé qu'on a quand on pleure à 9000 mètres d'altitude, entouré d'inconnus. Elle m'a retrouvé à la terrasse du café où je prenais mon café du matin depuis 3 jours. Celle avec la vue imprenable sur le fleuve Tay et ce genre de café portugais fort à réveiller les morts. Je lisais un journal local que je ne comprenais pas et je mangeais des Danata ultra pâtissières, meilleures que tout ce que j'avais jamais goûté au Texas. Je ne savais pas que tu irais jusqu'au bout, a-t-elle dit en se glissant sur la chaise en face de moi sans y être invitée. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, comme si elle craignait que quelqu'un n'entende notre dispute privée. J'ai levé les yeux de mon journal que, soyons honnêtes, je faisais juste semblant de lire de toute façon et j'ai étudié attentivement le visage de ma femme. C'était la femme dont j'étais tombé amoureux 7 ans plus tôt, celle que j'avais épousée lors d'une cérémonie qui avait coûté plus cher que la plupart des maisons, celle dont j'avais sauvé la famille de la ruine grâce à mon propre argent. Et elle avait l'air complètement dévastée. Je vais toujours jusqu'au bout de mes paroles, ai-je répondu d'une voix calme et posée. C'est la différence entre nous, Camille. Quand je prends un engagement, je le tiens. Quand je dis quelque chose, je le pense. La pique n'était pas subtile, et elle l'a immédiatement perçue. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait peut-être à de la colère, mais qui ressemblait surtout à de l'épuisement. Ils sont humiliés, a-t-elle murmuré en jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un dans ce café portugais ne nous reconnaisse et ne fasse un rapport aux pages de la Houston Society. La fête s'est effondrée. Les gens discutent. Les investisseurs posent des questions. Papa n'a pas quitté son bureau depuis mardi. Bien, me suis-je dit, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Au lieu de cela, j'ai pris une autre gorgée de mon café et j'ai attendu qu'elle continue parce que cette conversation allait se produire selon mes conditions, pas les siennes. Depuis 7 ans, j'étais réactif, accommodant, toujours prêt à lisser les choses pour l'harmonie familiale.
Mais assis dans ce café avec un océan entre moi et leur drame, je ne ressentais aucune obligation de faciliter cela. J'ai été humilié lorsque votre père s'est remercié pour mon travail, dis-je calmement, coupant toute excuse qu'elle était sur le point d'offrir. J'ai été humilié lorsque Logan a pris le crédit de la restructuration financière que mon CFO a conçue. J'ai été humilié quand vous avez tous décidé que je ne valais pas la peine d'inviter à célébrer le succès que j'ai littéralement payé. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Je ne savais pas quoi dire. Alors tu n'as rien dit. C'était votre choix. Et c'était le nœud, n'est-ce pas? Depuis des mois, j'attendais quelqu'un, quiconque dans cette famille reconnaît ce que j'avais fait pour eux. Pas nécessairement un crédit public, pas un défilé en mon honneur, mais juste une reconnaissance fondamentale que le gars qui avait sauvé leurs ânes méritait un peu de respect. Au lieu de cela, j'ai obtenu le silence de Raymond, qui a réécrit l'histoire pour se faire le héros. De Logan, qui a agi comme sa brillante leadership avait sauvé la journée. Et le plus douloureusement, de Camille, qui a choisi le réconfort de sa famille à chaque fois de la dignité de son mari. Je ne savais pas quoi dire, a-t-elle répété. Et je pouvais voir des larmes commençant à se former dans ses yeux. Papa était si fier d'eux. La façon dont il a géré la crise. Logan se sentait enfin confiant à propos de son rôle dans l'entreprise. Toute la famille était heureuse pour la première fois depuis des années. Je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas quoi? J'ai interrompu. Vous ne vouliez pas leur rappeler que leur bonheur était construit sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. Vous ne vouliez pas compliquer leur récit avec des faits gênants. Elle pleurait maintenant. Pas les larmes élégantes d'une femme qui sait pleurer joliment, mais les sanglots laids et honnêtes de quelqu'un dont le monde s'effondre. D'autres clients du café commençaient à regarder, mais j'ai trouvé que je n'avais plus d'eux sur la création d'une scène. Mais je t'aime, chuchota TL. Comme ces 3 mots étaient censés réparer tout. Comme l'amour était une baguette magique qui pouvait effacer des mois de manque de respect et de licenciement. Je crois que, j'ai dit, et je le pensais. Mais je croyais qu'elle m'aimait à sa manière. Mais je ne veux pas dire que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je l'aimais comme si je n'ai pas dit moi comme vous, dans lesquels vous avez des mots qui mettent en œuvre les avantages, votre famille? À quand remonte la dernière fois que vous avez mis mes sentiments avant leur confort? À quand remonte la dernière fois que vous m'avez traité comme un partenaire au lieu d'une ressource? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la ferma à nouveau parce que nous savions tous les deux que la réponse n'était jamais. En 7 ans de mariage, elle ne m'avait jamais choisi une fois. Votre famille avait besoin d'économiser et je les ai sauvés. J'ai continué, votre père avait besoin de sa fierté intacte, alors vous avez protégé sa fierté. Logan avait besoin de vous sentir important, alors vous avez soutenu ses délires. Mais qu'en est-il de ce dont j'avais besoin? Qu'en est-il de mon besoin d'être respecté par les personnes que j'avais aidées? Et mon besoin d'être traité comme une famille au lieu de vous comme une aide embauchée? Moi comme quelqu'un dont les contributions ne comptent pas parce que je ne suis pas un véritable Holloway. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée depuis 7 ans. Cette femme dont je avais sauvé la famille. Cette femme qui venait de demander si notre mariage pouvait survivre à lui de les choisir plutôt que de moi pour la 1000e fois. Il pourrait y avoir. Je lui ai dit parce que malgré tout, je n'étais pas prêt à abandonner complètement. Mais ce ne sera plus selon leurs termes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voulez que cela fonctionne, vous devrez choisir. Vraiment choisir. Pas l'acte d'équilibrage prudent que vous faites depuis 7 ans. Pas les non-réponses diplomatiques qui protègent les sentiments de chacun. Vous allez devoir décider si vous êtes marié avec moi ou aux attentes de votre famille. Elle m'a regardé à travers la petite table de café, un mascara coulant sur ses joues, ressemblant à une femme qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds n'était pas aussi solide qu'elle le pensait. Et si je choisis mal, il chuchota TL. Ensuite, vous découvrirez à quoi ressemble la vie sans le filet de sécurité que j'ai fourni, ai-je dit. Parce que j'ai fini d'être pris pour acquis. J'ai fini d'être le partenaire silencieux. J'ai fini de prétendre que l'amour est suffisant quand il vient sans respect. Pour la première fois dans notre relation, Camille voyait le coût réel de ses choix. Et à en juger par le regard sur son visage, elle commençait enfin à comprendre que certains prix sont trop élevés pour payer. Logan a démissionné 2 semaines plus tard comme un lâche abandonnant un navire qui coule. Il s'avère que lorsque vous ne pouvez plus prendre le mérite du travail des autres, la gestion d'une entreprise devient difficile. Qui aurait pensé? Le courrier électronique de démission était un chef-d'œuvre de l'entreprise, quelque chose à propos de nouvelles opportunités et de transition de carrière stratégique.
Traduction. Il s'est finalement rendu compte qu'il était en cours au-dessus de sa tête et a décidé de renflouer avant de pouvoir exposer à quel point il était incompétent. Mais le navire de sautée de Logan n'était que l'apéritif. Le plat principal était de regarder leur plus grand investisseur, Monsieur Farley, de retour plus rapidement qu'un adolescent le soir du bal. Apparemment, lorsque vous découvrez que le revirement miraculeux d'une entreprise a été financé par un gars qu'ils n'ont même pas invité à leur fête de célébration, cela soulève ce que nous, dans le monde des affaires, appelons les drapeaux rouges. Le retrait de Farley n'était pas silencieux non plus. Il s'est assuré que tout le monde dans son cercle d'investisseurs savait exactement pourquoi il tirait son argent. Rien ne tue la confiance des affaires comme l'histoire de l'ingrat mordant la main qui les a littéralement nourris. La santé de Raymond a commencé à baisser du stress, ce qui honnêtement n'était pas surprenant. L'homme avait passé des décennies à croire que son propre battage médiatique et la réalité ont un moyen de frapper des gens comme un train de marchandises alors qu'ils s'y attendent le moins. Camille appela à nouveau, sa voix tremblante. Ma famille s'effondre. Ils l'ont fait, je lui ai dit en fait. Et vous avez aidé. Mais je t'aime, chuchota TL comme si l'amour était une sorte de sort magique qui pourrait annuler des mois de manque de respect. Je crois que, j'ai dit. Mais l'amour sans respect? C'est pitié, et je ne veux pas de pitié, elle a demandé s'il y avait encore une voie à suivre, sa voix à peine audible. Il pourrait y avoir, je lui ai dit, en regardant le coucher de soleil de Lisbonne depuis mon hôtel-balcon. Mais ce ne sera plus selon leurs termes. L'Empire Holloway s'effondrait, et pour la première fois depuis des années, je ne ressentais absolument aucune obligation de les aider à ramasser les pièces. De retour à Houston, j'ai prévu une réunion dans mon entreprise parce que si nous allions avoir cette conversation, cela se produisait sur mon gazon pour une fois. Mon bureau, mes règles, mes conditions. Camille est arrivée en premier, ayant l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Bon. Peut-être que les nuits blanches lui donneraient une certaine perspective sur ce que le respect signifiait réellement. Puis vint Raymond, plus mince, plus silencieux, ressemblant à un homme qui avait finalement réalisé que Pride ne paie pas les factures. Le puissant patriarche s'est réduit à se présenter au hâtin et au bureau de son gendre. Comment le Mighty était tombé, Logan n'a jamais montré. Probablement toujours pour suivre de nouvelles opportunités quelque part loin du gâchis qu'il avait aidé à créer. Je leur ai remis 3 options imprimées en noir et blanc parce que j'avais fini avec des accords verbaux et des promesses de famille qui ne signifiaient rien. Option 1, il m'achète entièrement et équitablement. Pose propre, pas de rancune. Nous allons tous à nos manières séparées. Option 2, nous restructurons. Je reste mais avec une surveillance complète et un veto sur les décisions majeures. Plus de réunions de famille à laquelle je ne suis pas invité. Plus de crédit pour mon travail. Troisième option, je marche et prends mon influence, mon réseau technologique et mes clients avec moi. Voyons à quel point ils font quand je suis réellement parti au lieu d'être simplement ignoré. Raymond m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être le respect pour la première fois en 7 ans. Je pensais que tu étais juste le gars calme avec le chéquier. Non, dis-je, se penchant en arrière sur ma chaise comme le patron que j'avais toujours été, mais il n'avait jamais reconnu. Je suis l'homme qui vous a gardé à flot pendant que vous dansiez tous sur le pont. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. Pour une fois, ce sont eux qui attendaient ma décision au lieu de l'inverse. Enfin, Raymond a parlé. Nous choisissons l'option 2. Smart man. Dommage qu'il ait tout pris pour tout perdre pour comprendre cela. Ils ont choisi l'option 2, ce qui était honnêtement la décision la plus intelligente que la famille Holloway ait prise au cours des années. Non pas qu'ils aient beaucoup de choix étant donné que leurs alternatives étaient la faillite ou l'humiliation complète. Mais bon, je vais donner du crédit là où le crédit est dû. La restructuration n'était pas jolie. Raymond a pris sa retraite 6 mois plus tard, non pas lors d'une grande cérémonie avec des poignées de main dorées et des discours sur l'héritage, mais tranquillement comme un homme qui a finalement compris que son temps était terminé. Il a déménagé dans une petite maison, a vendu le yacht qu'il ne pourrait jamais vraiment se permettre et a commencé à passer ses journées à jouer au golf avec d'autres anciens dirigeants qui avaient appris à la dure que la fierté ne paie pas pour la retraite. Logan, ce petit a déménagé à Miami plus vite que vous ne pourriez dire le népotisme. Probablement dire aux gens de South Beach Bar sur la façon dont il dirigeait une grande entreprise de logistique avant de décider d'explorer d'autres opportunités. Traduction, il s'est enfui avant que quiconque puisse comprendre à quel point il était inutile. La dernière fois que j'ai entendu, il essayait de devenir une sorte d'influenceur des médias sociaux, ce qui est parfait car c'est le seul travail où être complètement déconnecté de la réalité est en fait un atout.
Mais la vraie histoire ici ne concerne pas l'ego meurtri de Raymond ou l'évasion de Logan en Floride. La vraie histoire concerne Camille et moi et si deux personnes peuvent reconstruire un mariage après que l'un d'eux cesse enfin d'être un paillasson. Ça a été lent. Je vais être honnête. Vous ne pouvez pas effacer 7 ans d'être traités comme des meubles avec quelques excuses et promet de faire mieux. La confiance n'est pas comme un interrupteur d'éclairage. Vous ne pouvez pas simplement le retourner après que quelqu'un ait passé des années à démontrer que vos sentiments n'ont pas d'importance pour eux. Mais Camille m'a surpris. Je pensais qu'elle choisirait sa famille. Pensais qu'elle trouverait un moyen de me blâmer d'avoir détruit leur petit récit parfait. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Elle a résisté à eux. Lorsque Raymond a essayé de culpabiliser de la faire trébucher sur la loyauté de la famille, elle lui a dit que la loyauté fonctionne dans les deux sens. Quand Logan a appelé de Miami, pleurnichait sur la façon dont j'avais tout ruiné. Elle a raccroché sur lui. Quand sa mère a suggéré que j'étais peut-être trop dur, Camille m'a défendu. C'était comme regarder quelqu'un découvrir qu'ils avaient une colonne vertébrale après des années de penser qu'ils étaient invertébrés. Nous reconstruisons toujours lentement, soigneusement, comme les gens qui apprennent à se faire confiance pour la première fois. Nous allons maintenant à la thérapie du couple, ce que la vieille Camille aurait refusé parce que diffuser le linge sale n'était pas le couloir. Mais la nouvelle Camille, celle qui apprend à être sa propre personne au lieu de la fille de son père, écoute en fait lorsque le thérapeute parle de respect et d'égalité dans les relations. L'entreprise se porte bien sous ma supervision. Il s'avère que lorsque vous supprimez la prise de décision axée sur l'ego et que vous vous concentrez sur ce qui fonctionne réellement, les entreprises ont tendance à prospérer. Qui aurait pu prédire cela? Nous avons décroché 3 nouveaux contrats majeurs au cours de la dernière année, nous sommes étendus en 2 nouveaux marchés, et nos marges bénéficiaires sont les meilleures qu'elles ont eues depuis avant que Raymond ne commence son aventure de diversification. Et oui, je m'appelle tout maintenant. Chaque décision majeure me traverse. Chaque plan stratégique a ma signature dessus. Chaque réussite mentionne ma contribution, non pas comme une note de bas de page ou un soutien familial, mais en tant que joueur clé qui a contribué à y arriver. Ça fait du bien d'être à nouveau visible. Mais voici la chose qui compte vraiment. J'ai appris quelque chose sur moi-même à travers tout ce chaos. J'ai appris que je vivais en tant que personnage de soutien dans ma propre vie. Toujours accommodant, comprenant toujours, mettant toujours le confort des autres avant ma propre dignité. Pendant des années, je me suis dit que j'étais mature, étant la plus grande personne, étant un bon mari et un gendre. Mais vraiment, j'étais juste un lâche. J'avais tellement peur du conflit, tellement désespéré d'être aimé et j'ai accepté que je laisse les gens marcher sur moi tout en me convainquant que c'était noble. Ce message texte à 3 heures ne m'a pas cassé. Cela m'a libéré. Cela m'a montré exactement à quel point ils appréciaient mes contributions, à quel point ils pouvaient facilement rejeter mes efforts, à quel point ils étaient à l'aise de me traiter comme de l'aide embauchée. Et leur manque de respect occasionnel m'a donné quelque chose qui me manquait depuis des années. Clarté. Parfois, les gens ne voient votre valeur que lorsqu'ils réalisent que vous êtes parti. Parfois, la seule façon d'obtenir du respect est d'arrêter d'accepter quoi que ce soit de moi. Parfois, vous devez être prêt à tout perdre pour savoir ce qui vaut la peine d'être gardé. À tous ceux qui ont déjà été pris pour acquis, qui a déjà été généreux que tout le monde s'attend à continuer à donner sans rien récupérer, qui a déjà été dit comme raisonnable quand ce qu'il veut vraiment dire est de fermer et de nous utiliser. Cette histoire est pour vous. Le moment où vous arrêtez de vous taire est le moment où vous commencez à être entendu. Le moment où vous arrêtez d'accepter les miettes, c'est le moment où les gens